Merci beaucoup. Alors, effectivement, le développement durable, vous le voyez tout de suite avec l'intervention de Francis Bailly. Nous avons eu avec son intervention une bonne mise en application concrète de ce que peut être le développement durable et de comment le développement durable peut concilier progrès, modernité et préservation de l'environnement. Malheureusement, et le thème de notre rencontre, c'est la société française à l'épreuve de la modernité, il se trouve que dans bien des cas, et très souvent aujourd'hui, le développement durable, qui est devenu une référence obligée des politiques publiques et de la coopération internationale, bien souvent, le développement durable aujourd'hui ne rime pas du tout avec progrès et avec modernité, mais plutôt avec une vision assez passéiste de la société moderne et plutôt, dans certains cas, même un recul en arrière et une mise en accusation du progrès. Alors, quand on étudie la question du développement durable, il faut bien voir que dans développement durable, il y a développement et il y a durable. Et c'est une idée qui est présentée comme une idée neuve, le développement durable. Mais en réalité, c'est la remise à l'ordre du jour d'un concept qui est très ancien, puisqu'il a une trentaine d'années, mais qu'il y a 30 ans, il n'avait pas réussi à s'imposer. Et il a ressurgi aujourd'hui, il s'est imposé aujourd'hui dans les politiques publiques à la faveur d'un véritable changement de la géopolitique et des paradigmes internationaux. Un concept ancien, effectivement, juste après la Seconde Guerre mondiale, le grand mot d'ordre qui va régir l'ensemble des pays du monde, c'est le développement. Le développement est à ce moment-là entendu comme la croissance, c'est-à-dire produire plus de façon à sortir notamment une partie de l'humanité de la pauvreté. Il ne faut pas oublier que ce concept de développement, il est né dans un contexte stratégique bien précis qui est le contexte de la guerre froide, c'est-à-dire l'affrontement entre deux systèmes rivaux, le système du monde libre, le système capitaliste et le système socialiste, et que pendant 30 ans, la grande question, ça va être comment faire en sorte que ce développement ait lieu dans deux mondes rivaux, avec des méthodes qui sont des méthodes qui se préoccupent très peu, bien sûr, de questions d'environnement, puisqu'il faut construire des usines, bâtir des villes, mettre en place des mécanismes de production, notamment dans l'industrie lourde, dans la construction de grands barrages, etc. Et puis, la reconstruction, le modèle de reconstruction, le modèle de croissance qu'on appelle les 30 glorieuses, le modèle de croissance qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale commence à avoir des ratés dans les années 70. Il commence à avoir des ratés dans les années 70 et c'est justement à ce moment-là, puisqu'on est dans le contexte de la guerre du Vietnam, que les hippies, les premiers mouvements de contestation, se mettent en place pour dénoncer justement cette philosophie du toujours plus, cette philosophie de la production pour la production. Et alors, ce qui est marquant, c'est de constater que toutes les institutions et toutes les notions de développement durable, elles apparaissent en réalité dans les années 70. C'est en 1971 qu'est créé, par exemple, le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est en 1971 que naît Greenpeace. C'est en 1971 que va avoir lieu, ou plutôt en 1972, que va avoir lieu la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement qui a lieu à Stockholm. Et puis c'est surtout dans ces années 70 que vont avoir lieu deux documents essentiels pour comprendre d'où on vient en matière de développement durable. Un ouvrage d'un Américain qui s'appelle Paul Ehrlich, qui sort en 1968, qui s'appelle La bombe P, P comme population, et qui tend à montrer que la croissance démographique des pays du Sud est un danger pour l'humanité. Et aussi le rapport du Club de Rome de 1970, qui va être traduit Halte à la croissance, en français. En anglais, c'est The Limits to Growth, donc c'est les limites de la croissance. Donc vous voyez, c'est un peu plus nuancé. Il n'empêche que ce rapport du Club de Rome annonce l'épuisement des ressources en gaz et en pétrole pour 1992 et 1994. Et à l'époque, vous voyez, on a ce réflexe que j'appelle un réflexe malthusien, c'est-à-dire un réflexe qui tend à montrer que la croissance du nombre des hommes est dangereuse pour l'humanité, sous-entendu l'humanité des nantis, l'humanité de ceux qui ont déjà réussi leur développement. Et ce discours, c'est un discours qui, effectivement, émerge, mais qui ne prend pas. Il ne prend pas tout simplement parce qu'on est toujours dans le contexte de la guerre froide, donc un affrontement entre deux systèmes rivaux, et puis il ne prend pas tout simplement parce que en 1973 a lieu le quadruplement des prix du pétrole, et le problème c'est comment faire face aux besoins de nouvelles sources d'énergie, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, et la peur de la pénurie, la peur de manquer,
fait qu'on a au contraire un regard très actif sur les concepts de production, sur la mise en place du nucléaire, sur la recherche d'énergie, sur la mise en place de nouveaux gisements. Mais la situation va changer, va évoluer dans les années 80. Dans les années 80, il va y avoir une triple évolution qui va faire que le regard que nous portons sur le monde, le regard que nous portons sur nos modèles de production va changer. La première évolution, c'est déjà ce qu'on appelle la crise de la dette. La crise de la dette, c'est le fait que dans les pays du Sud, eh bien, cette course au développement, elle va être tarie par une baisse du cours des matières premières qui va faire que ces pays vont être pris à la gorge pour rembourser les emprunts qu'ils ont conclus à une période très faste, qui était cette période des 30 glorieuses, où il fallait recycler les pétrodollars et où finalement ils étaient extrêmement demandeurs. Vous avez parlé des relations que vous aviez avec les pays du Sud. Il fut une époque où dans les pays du Sud on pouvait tout vendre. Et donc ces pays, dans les années 80, eh bien, ils se trouvent pris à la gorge. Et pour faire face à leurs engagements, eh bien, ils sont obligés les uns après les autres d'adopter des stratégies favorables au marché. C'est-à-dire de passer sous la coupe du libéralisme, ce qui va se traduire par l'ouverture des frontières, les stratégies de promotion des exportations, et va remettre en question peu à peu le modèle soviétique. Et justement, ce modèle soviétique, il est mal en point. Et on va voir cette décennie 80-90, on va voir peu à peu l'Union soviétique s'effondrer de l'intérieur et disparaître officiellement en 1991. Et donc, au début des années 1990, qu'est-ce qu'on a ? On a un monde où un seul système s'impose, qui est le libéralisme avec des concepts, la démocratie, l'individu, le marché, le dollar. Et cette mise en avant d'un système unique qui a pris le pas, qui n'a plus de contre-pouvoir, eh bien, elle se traduit tout simplement, notamment, par quelque chose de très significatif, qui est la baisse de la coopération internationale. L'aide publique au développement, qui était un outil de la guerre froide, c'est-à-dire l'aide qu'on apportait aux États du Sud, elle s'effondre et elle se réoriente. Et elle se réoriente notamment vers des organismes qui sont nés à la faveur du démantèlement des États, de la réduction des dépenses publiques, de la réduction des services publics, qui sont les ONG, les organisations non gouvernementales. Et le développement durable, il va réapparaître à la faveur de l'émergence des ONG comme acteurs de la diplomatie internationale à partir des années 90, tout simplement parce que ces ONG, d'une part, elles ont des fonds accrus puisque l'aide publique s'est réorientée de l'État vers ce qu'on appelle la société civile qui est mise sur le devant de la scène. Ensuite émerge l'idée, comme il n'y a plus cette course entre l'Est et l'Ouest, qu'il existe des problèmes planétaires qui transcendent les rivalités de frontières, qui sont l'avenir de la planète, qui sont le devenir de nos modes de production, et puis des outils qui permettent à ces grands réseaux planétaires de se fédérer, qui sont les nouvelles techniques d'information et de communication. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, une ONG qui existait au Brésil, eh bien, elle était isolée par rapport à une ONG qui existait en Inde ou une ONG qui existait aux États-Unis ou à Bruxelles, et aujourd'hui, toutes ces ONG forment de grands réseaux qui peuvent imposer leur vue, leur mode de vue sur la scène internationale. Et alors, on va peu à peu parler non plus d'éco-développement, mais de développement durable, tout simplement parce que ces ONG, et notamment les plus puissantes d'entre elles, qui sont les ONG environnementales, vont peu à peu mettre en avant un concept qui est ce concept de développement durable. Alors le développement durable, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le premier rapport qui parle officiellement du développement durable, c'est le rapport Brundtland de 1987. Et la première définition qui est donnée du développement durable, c'est une définition qui est très équilibrée. Alors, je vous l'ai dit, c'est le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures. Alors cette définition, elle est extrêmement équilibrée puisqu'elle associe une sphère de production, l'économie qui est l'idée qu'il faut de la croissance pour produire du développement, que sans croissance on ne produit pas du développement, du social, parce que le social, eh bien, c'est l'idée que toutes les phases de croissance se traduisent, au moins dans les premières décennies, par des inégalités accrues. Donc il faut lutter contre la pauvreté, il faut mieux redistribuer. Et puis, une sphère environnementale. Et cette sphère environnementale, eh bien, c'est l'idée qu'il faut préserver la planète pour la génération future. Alors le développement durable, en principe, c'est
l'intersection entre ces trois domaines qui sont extrêmement différents, sachant que ces trois domaines, par mandat, sont desservis par servis plutôt, parce que desservis ça voudrait dire, servis par des institutions qui toutes, d'une façon ou d'une autre, tirent dans leur sens. Par exemple, pour l'économie, la Banque mondiale, le FMI, les entreprises prônent la croissance. Pour le social, les altermondialistes, eux, se positionnent contre la croissance en disant qu'il faut d'abord redistribuer, il faut d'abord penser à... Vous savez, c'est l'idée du gâteau. Nous avons un gâteau qu'il faut partager en un certain nombre de parts. Et l'idée sous-jacente, c'est qu'il faut amoindrir la part du gâteau à chacun d'entre nous, alors qu'en réalité, le gâteau ne cesse de croître. Et donc, c'est cette vision, finalement, qu'il faut partager l'existant. Et puis, l'environnement, eh bien, ce sont ces ONG environnementales qui, en réalité, sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus organisées que les autres ONG, que notamment que les altermondialistes, parce que souvent elles sont nées il y a plus d'un siècle, parce qu'elles agissent de concert, par exemple, avec notamment le gouvernement américain. Elles ont de très larges crédits attribués par le gouvernement américain et aujourd'hui de plus en plus par l'Union européenne. Et ces organisations environnementales travaillent de concert avec les pouvoirs publics, avec les entreprises. Et peu à peu, ce sont elles qui vont imposer la vision du développement durable comme synonyme de protéger la planète. Le développement durable, c'est faire en sorte que nous pensions aux générations futures, mais l'idée qui était sous-jacente du rapport Brundtland, c'est-à-dire un concept de solidarité dans le temps, aujourd'hui, demain et aujourd'hui, et dans l'espace entre les riches et les pauvres, eh bien, elle va être riche. Donc, voyez, entre les riches et les pauvres, et entre aujourd'hui et demain, c'est-à-dire une conception horizontale et verticale, eh bien, elle va peu à peu être gauchie dans une vision de la durabilité qui n'est pas celle, au départ, de ses concepteurs. Il n'est qu'à voir que le premier sommet qui intronise le développement durable, c'est le sommet de Rio de 1992, eh bien, les seuls textes sur lesquels il va aboutir en matière de convention internationale, c'est le changement climatique, la biodiversité, la lutte contre les pertes de biodiversité et les forêts. Or, ça nous pose la question de ce qu'est la durabilité. Qu'est-ce qu'est la durabilité ? Alors la durabilité, eh bien, il faut savoir que c'est sur la durabilité que la fracture conceptuelle est la plus forte aujourd'hui entre deux tenants de la durabilité. La durabilité, alors d'abord il faut savoir que sur la Terre il y a du capital. Alors le capital, c'est le terme des économistes, il y a du capital naturel, toutes les ressources naturelles, l'eau, etc. Et puis il y a du capital construit. Alors, le capital construit, c'est tout ce que l'homme est capable de mettre en œuvre. Alors, la fracture conceptuelle aujourd'hui, elle oppose les tenants de la durabilité forte qui pensent que le capital naturel doit absolument être maintenu en l'état, c'est-à-dire qu'il ne faut pas porter atteinte à la planète telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, créer des aires naturelles, c'est-à-dire limiter les prélèvements sur les activités humaines, limiter les prélèvements, et puis, si tout cela n'est pas possible, eh bien, l'homme devient peu à peu un parasite sur la Terre, un nuisible, et à ce moment-là, eh bien, il faut en arriver à la décroissance. Et cette idée de durabilité forte, c'est une idée qui est très marquée aujourd'hui dans un grand nombre de sphères et qui aboutit à désigner un certain nombre de populations, et notamment les pauvres. Pourquoi ? Parce que les pauvres, justement, ils ont des besoins à satisfaire, et vous avez parlé de tous ces achats d'avions, ils ont d'immenses besoins à satisfaire, et ils prélèvent, évidemment, sur des ressources, ils prélèvent d'autant plus sur des ressources qu'ils n'ont souvent pas la technologie et les moyens de faire des processus de production qui soient moins coûteux, moins gaspilleurs que les processus de production des sociétés évoluées, des sociétés modernes. Et puis, les tenants de la durabilité faible pensent que peu importe que le capital naturel soit
entamé si l'on peut y substituer du capital construit. Je vous donne un exemple. Une forêt primaire, peu importe si elle est coupée, si l'on replante une forêt, peu importe que l'eau, qu'on prélève les ressources en eau, si on peut dépolluer l'eau, peu importe que l'on mette en valeur de nouveaux espaces naturels, si l'on peut créer des jardins aménagés. Et finalement, ils se traduisent par une confiance envers le progrès, et cette confiance envers le progrès, on peut la traduire à travers ce qu'on appelle la courbe de Kuznets environnementale. La courbe de Kuznets environnementale, c'est l'idée, c'est la transposition dans le domaine environnemental d'une constatation qui a été faite dans le domaine social. Dans le domaine social, comme je vous l'ai dit, on a constaté que dans les premières phases d'un processus de croissance, c'est ce qu'on a observé par exemple en Chine, le processus de croissance est au départ un processus qui se traduit par l'accroissement des inégalités. Parce que les riches profitent plus du processus de croissance que les pauvres, et puis les inégalités s'accroissent. Et puis, à partir d'un certain moment, il se produit un seuil de retournement, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de ce qu'on pourrait appeler de ruissellement ou de redistribution, qui font que les inégalités décroissent. Alors évidemment, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, ça dépend de politiques publiques, de politiques de coopération, etc. Eh bien, les économistes disent que dans le domaine environnemental, il existe une courbe de Kuznets environnementale. C'est-à-dire que tout pays qui est aux premières phases de son développement, il a des processus de production dans l'agriculture, dans l'industrie, dans tous les domaines, qui sont extrêmement prédateurs. C'est par exemple la Chine aujourd'hui. Et puis, il y a un retournement. Alors, le retournement, en 1995, l'article date de 1995, il était évalué à un PNB de $8 000 par habitant et par an. 8 000 $ par habitant et par an, aujourd'hui c'est par exemple le Brésil, en gros. Eh bien, à ce moment-là, les moyens disponibles et le contenu de la croissance fait que l'on peut commencer à adopter des processus de production qui soient plus vertueux. Exemple type, aujourd'hui, pour produire une voiture en Chine, on va consommer 10 fois plus de matières premières que pour produire une voiture aux États-Unis. Pour produire un hectare de blé dans certains pays du Sud, on va gaspiller 10 fois plus d'eau que pour produire un hectare de blé dans des pays développés. Donc la courbe de Kuznets environnementale, elle se traduit évidemment par une confiance envers le progrès, envers la capacité de ne pas reproduire systématiquement les erreurs passées, c'est-à-dire de franchir des sauts technologiques qui permettent de produire plus et mieux que par le passé. Alors vous imaginez bien qu'entre ceux qui sont des tenants de la durabilité forte et ceux qui sont des tenants de la durabilité faible, ils sont absolument, c'est un langage de sourds, ils sont absolument incapables de s'entendre, puisque les uns disent que le développement durable, c'est un synonyme, tout développement par nature est durable, et les autres disent que le développement durable, c'est un oxymore, puisque dès qu'il y a développement, il ne peut pas y avoir durabilité.